Considéré comme l'un des principaux tueurs au monde, en plus de l'hypertension artérielle et du tabagisme selon l'Organisation mondiale de la santé, le diabète décrit un état dans lequel le taux de glucose dans le sang est trop élevé parce que l'organisme ne peut pas l'utiliser correctement. L'hyperglycémie se traduit par un taux de glucose supérieur ou égal à 1,26 g par litre de sang à jeun, tandis que l'hypoglycémie se traduit par un taux de glucose inférieur ou égal à 0,6 g par litre de sang. Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui se porte sur les antidiabétiques, cependant nous allons commencer par faire un petit rappel sur le diabète. Le nombre de personnes atteintes de diabète est passé de 200 millions en 1990 à 830 millions en 2022. C'est la 9e cause de mortalité féminine et plus de 50% des malades en sont atteints sans le savoir. C'est pourquoi la prévention du diabète au sein de la société est plus qu'urgente. Il est possible d'agir au stade de prédiabète et de retrouver sa santé, en revanche il est trop tard lorsque le diabète est déclaré, on ne peut revenir en arrière, c'est une maladie chronique. S'agissant des causes du diabète, nous avons l'hérédité, les prédispositions génétiques sont une des causes de la maladie. Si un des parents est diabétique de type 2, le risque de transmission sera de 40%, si les deux parents sont atteints le risque sera alors de 70%. Cependant il n'y a pas de fatalité. Avec une bonne hygiène de vie globale il est tout à fait possible de rester en bonne santé. Une alimentation non adaptée peut également causer le diabète, c'est-à-dire, quand elle est trop sucrée, trop grasse, et en excès. La sédentarité est également un facteur aggravant car il freine entre autres le métabolisme des graisses. Le stress, lorsqu'il est chronique entraîne la libération d'une grande quantité de cortisol, le cortisol influence le taux de sucre dans le sang en augmentant la libération du glucose. Le stress augmente également la production de radicaux libres, responsables de l'oxydation des cellules, et les cellules du pancréas seraient les premières cellules touchées selon le Centre européen d'études du diabète. Enfin le tabac et l'abus d'alcool favorisent également le diabète. Le diagnostic du diabète se pose, si on a la présence des signes cardinaux du diabète, lorsque la glycémie à jeun est supérieure ou égale à 1,26 g par litre, on doit également vérifier si la glycémie est supérieure ou égale à 2 g par litre 2 heures après la consommation d'un repas riche en glucides, et le dernier point consiste à vérifier que HbA1c est supérieur ou égal à 6,5%, HbA1c étant le pourcentage d'hémoglobine ayant fixé du sucre dans le sang. Ces 4 conditions confirment le diabète. En parlant de signes cardinaux du diabète, il s'agit de amaigrissement, asthénie, une polydipsie, c'est-à-dire une soif intense malgré l'absorption d'une quantité importante d'eau, et le dernier signe est une polyurie qui signifie l'évacuation d'une quantité d'urine anormalement importante. L'astuce mnémotechnique pour les retenir est le terme PAPA. En classification, on a d'abord le diabète de type 1 aussi appelé insulinodépendant, apparaît généralement à l'enfance et est causé par une carence en insuline, cette carence est due à la destruction immune des cellules bêta du pancréas. Ce schéma représente le pancréas en haut de couleur jaune clair, en bas le fragment du pancréas zoomé, est appelé îlot de Langerhans, cet îlot comporte plusieurs cellules endocrines dont, notamment les cellules alpha qui figurent en bleu sur la figure. Ces cellules sécrètent une hormone hyperglycémiante appelée glucagon, dont le rôle principal est d'augmenter le taux de glucose dans le sang. Ensuite nous avons des cellules bêta qui figurent en couleur jaune foncé sur le schéma, elles sécrètent de l'insuline, dont le rôle est de diminuer le taux de sucre dans le sang. La destruction des cellules bêta est causée par un dérèglement du système immunitaire qui conduit à la reconnaissance anormale des cellules du pancréas comme des étrangers, les lymphocytes TCD8 cytotoxiques attaquent anormalement le pancréas. Il ne pourra donc pas produire la quantité d'insuline nécessaire pour que la glycémie soit normale. Le traitement consiste en un régime alimentaire sain, de l'exercice physique, un suivi régulier de la glycémie. Et quand le sujet est en état d'hyperglycémie, la seule alternative possible est une injection d'insuline. Le diabète de type 2 ou non insulinodépendant est la forme la plus courante, apparaît généralement après l'âge de 35 ans, et surtout les sujets obèses ou en surpoids sont les plus concernés. Il est causé par le fait que l'organisme ne fabrique pas suffisamment d'insuline, ou alors parce que les cellules ne reconnaissent pas l'insuline produite par le pancréas. Cette production insuffisante de l'insuline s'explique par le fait que, l'insuline, étant produite par les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas, lorsque ces cellules sont utilisées sans relâche comme chez les sujets qui consomment régulièrement du sucre simple et en grande quantité, alors ces cellules qui produisent l'insuline se fatiguent et se dégradent, puisqu'elles ne se régénèrent pas,
il y aura alors une diminution de la production d'insuline de façon chronique. La non-reconnaissance de l'insuline par les cellules s'explique par le fait qu'en temps normal, lorsqu'on consomme des glucides, ils sont décomposés dans l'intestin grêle, les sucres simples qui en découlent passent alors dans le sang à travers la paroi intestinale. En ce moment la glycémie augmente, l'insuline va alors activer la glycogénèse, c'est-à-dire que le glucose va pénétrer dans le foie et les muscles sous forme de glycogène. Il arrive que chez les personnes obèses ou en surpoids, les cellules de l'organisme ne répondent pas normalement à l'insuline, la glucogénèse n'aura donc pas lieu comme ça se doit, alors le sucre s'accumule dans le sang, c'est l'insulinorésistance. L'un des moyens les plus importants pour son traitement est de conserver un mode de vie sain, si ce n'est pas suffisant, le traitement par les antidiabétiques oraux s'impose. On peut les diviser en 3 grandes classes, notamment les insulinosensibilisateurs qui agissent au niveau du foie, regroupent les biguanides et les glitazones ou thiazolidinediones. Nous avons les insulinosécréteurs, il s'agit d'une part des sulfamides et des glinides, qui agissent sur le pancréas. D'autre part nous avons des inhibiteurs de la dipeptidylpeptidase 4 ou DDP4, et des agonistes du glucagon-like peptide 1 ou GLP1, qui agissent sur des hormones sécrétées par les cellules endocrines intestinales. Enfin nous avons les inhibiteurs de l'absorption des glucides, il s'agit des inhibiteurs des alpha-glucosidases et des inhibiteurs du cotransporteur de sodium-glucose de type 2, leur action repose principalement sur des cellules qui tapissent l'intestin. On commence par les biguanides, on les nomme insulinosensibilisateurs car ils augmentent la sensibilité à l'insuline, le glucose sera donc mieux absorbé par le foie et les muscles sous forme de glycogène, il y aura alors moins de glucose dans le sang, par contre ils n'augmentent pas la quantité d'insuline présente, c'est pour ça qu'il n'y a pas de risque d'hypoglycémie. En plus les biguanides diminuent la néoglycogénèse hépatique, néoglycogénèse est la synthèse de glucose à partir de précurseurs non glucidiques. Ils agissent en diminuant légèrement l'absorption du glucose au niveau intestinal. La metformine est la seule molécule de cette famille en plus de ses génériques, nous avons cependant, glucophage, stagides. Ils sont contre-indiqués en cas de cétose, insuffisance rénale et hépatique, hypoxie. Comme principal effet indésirable, nous avons, acidose lactique. Après nous avons les glitazones, ce sont des agonistes sélectifs des récepteurs activateurs de la prolifération des peroxysomes gamma. Leur fixation augmente la sensibilité à l'insuline au niveau des tissus adipeux et du foie. Ils réduisent également la production de glucose par le foie. Comme molécules nous avons, pioglitazone, rosiglitazone, respectivement elles ont pour spécialité, Acto, Avandia. Avandamet est l'association de rosiglitazone avec la metformine. Comme principal effet indésirable, nous avons une rétention hydrosodée avec risque d'insuffisance cardiaque. S'agissant des sulfamides, leur action permet d'augmenter la sécrétion d'insuline par les cellules bêta du pancréas. Leur action permet également de diminuer l'insulinorésistance. Leur principal effet indésirable est l'hypoglycémie. Voici quelques molécules appartenant à la classe, glyclaside, glimépiride, glipizide, glibenclamide, carbutamide, tolazamide. Passons maintenant aux glinides, leur mode d'action est comparable à celui des sulfamides hypoglycémiants, il s'agit de la stimulation de la sécrétion d'insuline et la diminution de l'insulinorésistance. L'hypoglycémie est leur principal effet indésirable. Repaglynide est une des molécules appartenant aux glinides. S'agissant des inhibiteurs de la dipeptidylpeptidase 4. Ils inhibent la dégradation des incrétines en inhibant la dipeptidylpeptidase 4. Les incrétines sont des hormones intestinales agissant sur l'homéostasie glucidique. Il s'agit notamment du peptide insulinotrope dépendant du glucose, ou GIP, et du glucagon-like peptide 1, GLP1, de nature polypeptidique sécrété par les cellules L du jéjunum et de l'iléon, tandis que le GIP est sécrété par les cellules K du duodénum. Elle augmente l'insulinosécrétion et diminue la sécrétion de glucagon. Leur dégradation n'est donc pas favorable à l'état de santé des diabétiques. Comme effet secondaire, il peut avoir des troubles digestifs comme nausées, constipation, diarrhée, douleurs abdominales. Passons maintenant aux agonistes des GLP1, ce sont des peptides synthétiques dont la séquence polypeptidique est proche de celle du GLP1. Ils se fixent sur les récepteurs au GLP1 et présentent une stabilité accrue comparativement au GLP1 endogène. Puisque ce sont des agonistes, en se fixant sur les récepteurs des GLP1, ils induisent les mêmes effets que les GLP1.
Le GLP-1 agit sur le cerveau pour augmenter le sentiment de satiété, ralentit la vidange gastrique en agissant sur l'estomac, inhibe la sécrétion de glucagon en agissant sur les cellules alpha du pancréas et au niveau des cellules bêta, le GLP-1 augmente la sécrétion d'insuline. Comme effet secondaire nous avons nausées, vomissements, diarrhée, flatulence, dyspepsie, vertige, augmentation de la fréquence cardiaque. Ensuite nous avons les inhibiteurs de alpha-glucosidase. Leur mode d'action repose sur l'inhibition des alpha-glucosidases de la bordure en brosse de l'intestin. Les alpha-glucosidases étant responsables de l'hydrolyse des résidus d'amidon en monosaccharides absorbables, leur inhibition permettra donc de réduire la quantité de glucose absorbée vu qu'ils seront moins hydrolysés. La prise des molécules de cette classe permet de réduire la glycémie postprandiale. Les inhibiteurs des alpha-glucosidases sont généralement utilisés en association avec d'autres antidiabétiques oraux. Leur principal effet indésirable est la fermentation intestinale. Ils sont contre-indiqués chez les femmes en état de grossesse et allaitement, maladies inflammatoires du côlon, troubles intestinaux chroniques. Acarbose et miglitol sont des molécules inhibiteurs des alpha-glucosidases. La dernière classe est la classe des inhibiteurs du cotransporteur de sodium-glucose de type 2. Leur mécanisme d'action repose sur l'inhibition du cotransporteur de la réabsorption du sodium-glucose de type 2, SGLT2, dans le tube contourné proximal rénal. Cette action va diminuer la réabsorption tubulaire du glucose engendrant une glycosurie et une natriurèse. Dapagliflozine, canagliflozine, empagliflozine sont des molécules de cette classe. Comme effet indésirable, nous avons les infections des voies urogénitales, hypotension, déshydratation, polacurie, polyurie et nicturie. Le diabète entraîne des conséquences plus ou moins dramatiques avec l'apparition de pathologies dites secondaires telles que infarctus du myocarde, accidents vasculaires cérébraux, plaies aux pieds et amputation des membres inférieurs, greffe rénale, dialyse, et même une cécité en causant des lésions vasculaires au niveau des yeux. Il est important de noter que tous les antidiabétiques oraux sont contre-indiqués pendant la grossesse et l'allaitement, un état de grossesse nécessite leur remplacement par des injections d'insuline. De toutes les classes d'antidiabétiques que nous venons de faire, seuls les analogues des GLP-1 sont en injectable, les autres sont administrés par voie orale. Si cette vidéo vous a été utile, des pouces en l'air nous feraient plaisir, et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.